Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT 2.0 du 26 avril 2022. Et on ouvre le show directement avec Lash Legends face à Nikita Lyons, revanche de leur premier combat qui avait vu Nikita Lyons l'emporter. On a un match qui va durer 5 minutes et qui est encore une fois très intéressant. Je trouve que vraiment, comme la première fois, je trouve que c'est même encore mieux. On voit de beaux enchaînements, on voit que les deux ne sont pas forcément perdus, peut-être un peu plus Lash Legends. Je trouve que Nikita Lyons, elle arrive on va dire, à montrer au public qu'elle est connectée avec le public, qu'elle répond au public et en même temps à faire ce qu'elle a à faire sur le ring. Donc pour le moment, ça fonctionne très bien. Hein. Nikita Lyons qui est très over avec le public, hein, très apprécié. Pour l'instant, ça fonctionne très bien et ce qu'elle fait sur le ring, c'est vraiment très propre. Hein. Ces enchaînements de kicks, ces enchaînements de droite, c'est vraiment très beau. Nikita Lyons va finir par l'emporter et après le match, Natalya va l'attaquer. Natalya et Nikita Lyons qui ont eu un petit segment backstage la semaine dernière. Natalya a décidé de l'attaquer, mais finalement Cora Jade va venir aider Nikita Lyons et les deux vont réussir à s'en sortir. Je suppose que ça va mener à un 2 contre 2 prochainement. Mais voilà, en tout cas, Nikita Lyons a montré de belles choses. Et là, si elle doit faire face à Natalya prochainement, ça peut être intéressant aussi. Tony D'Angelo fait face à Von Wagner. Tony D'Angelo qui devait faire face de base à Xyon Queen. Mais finalement, on nous a annoncé que Xyon Queen n'était pas apte médicalement à catcher. Donc c'est dommage. Et donc on se retrouve à ce match avec ce match-là qui n'était pas très bon. Il n'y a pas une réelle connexion entre les deux. Il n'y a pas vraiment d'alchimie. C'est deux styles qui ne se complètent pas. Vraiment pas. Je trouve que voilà, ça se passe pas très bien sur le ring. Et c'est dommage parce que le match est plutôt long. Hein, ça va durer 7-8 minutes. Donc voilà, je ressens pas quelque chose. La seule chose à noter d'intéressante, c'est que Tony D'Angelo va presque se retrouver face. Alors dans ce match, il est face, mais est-ce qu'on peut se dire que là, il va partir en guerre contre Santos Escobar? Est-ce qu'on peut penser que Tony D'Angelo se retrouve maintenant totalement un face, un baby face de NXT? À voir, parce que finalement, pendant le combat, comme la semaine dernière, Tony D'Angelo s'en était pris à Santos Escobar. Et pendant le combat, c'est Santos Escobar qui va s'en prendre à Tony D'Angelo avec des distractions. Tony D'Angelo va revenir sur le ring et Von Wagner va remporter ce match. Donc victoire de Von Wagner. Et donc Tony D'Angelo qui perd ce match. Bon, on va dire que Santos Escobar lui a rendu la monnaie de sa pièce, donc c'est pas très grave hein, cette défaite. Mais voilà, on continue cette guerre entre Tony D'Angelo et Santos Escobar, entre ces deux nouveaux clans, hein, parce que Tony D'Angelo maintenant a deux personnes avec lui. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et à voir si Tony D'Angelo maintenant est un babyface. Nathan Fraser doit faire ses débuts sur le ring, hein, lui qui arrive directement de NXT UK, mais finalement Grayson Waller va s'en prendre à lui et va directement prendre un micro pour dire qu'on s'en fiche de Nathan Fraser. Que ce qui est important, c'est lui qui a battu Sanga, donc son ancien associé, la semaine dernière. Et finalement, on va avoir aussi André Chase qui est là. André Chase qui est donc avec un membre de son université. Hein. Et finalement, André Chase va arriver sur le ring et Nathan Fraser va s'en prendre finalement à Grayson Waller. Va faire quelques moves intéressants, hein, un petit dropkick et ensuite enchaîner avec un bon dive. C'était fun, je trouve que c'est un bon début pour Nathan Fraser. Au lieu de lui faire un petit match contre un jobber de 2-3 minutes, pourquoi pas avoir ce petit segment là avec André Chase qui est plutôt très over du côté de NXT. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt des bons débuts pour Nathan Fraser. J'aime bien son thème d'entrée en plus, je le trouve vraiment très cool. Donc voilà, on verra ce que ça va donner par la suite. Kaden Carter et Katana Chance. Et oui, maintenant, Kacy Catanzaro est passé de Kacy Catanzaro à Katana Chance. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est Katana Chance. Elles font face à Yulisa Leon et Valentina Feroz, hein, qu'on a déjà vu du côté de NXT à plusieurs reprises, dans des matchs souvent très courts. Là, on va avoir un match de 5-6 minutes qui est très bon. Et ça me fait penser à une chose, c'est que je le dis depuis un petit moment maintenant, mais allez, Katana Chance et Kaden Carter, pour moi, sont la meilleure équipe quasiment de Raw, SmackDown et NXT confondus. Alors maintenant, tu as Sasha Banks et Naomi qui sont en équipe, qui font de très belles choses, mais je trouve que c'est une vraie équipe. Voilà, elles font de vrais moves d'équipe, elles ont une stratégie d'équipe, elles ont
voilà, la compréhension du catch par équipe. Elles ont tout ce qu'il faut. Elles ont le talent pour aussi, parce que ce qu'elles font sur le ring, personne ne le fait aussi. Hein. C'est quelque chose d'assez acrobatique, d'assez technique aussi. Donc vraiment, je trouve que c'est quasiment ta meilleure équipe du roster WWE. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais c'est assez vrai. Et de l'autre côté, Yulisa Leon et Valentina Feroz vont faire de belles choses aussi. Elles qu'on voit souvent dans des matchs plutôt courts. On n'a pas le temps de voir grand chose. Et là, elles montrent de belles choses aussi. Donc ça donne vraiment un très beau combat que finalement Katana Chance et Kaden Carter vont remporter. Je crois qu'elles ont aussi une nouvelle musique d'entrée. Elles ont une nouvelle tenue aussi. Alors je ne sais pas pourquoi elles ont été à ce point, on va dire, changées. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je suis toujours aussi fan de cette équipe. On enchaîne avec un match 3 contre 2. On retrouve l'entièreté de l'Elgado del Fantasma sans Santos Escobar, mais avec Elektra Lopez face à Josh Briggs et Fallon Henley. Et malheureusement, Brooke Johnson n'est pas là, lui qui a été attaqué en backstage. Donc on se retrouve avec un match 3 contre 2. Bizarrement, je pensais que tout simplement ils allaient trouver, on va dire, un partenaire au dernier moment. Voilà, et pas du tout. Pas du tout. On se retrouve vraiment avec un match 3 contre 2 qui va durer 3-4 minutes. Et disons que le plus intéressant, c'est vraiment à chaque fois quand les hommes sont sur le ring, hein, parce que Fallon Henley et Elektra Lopez, c'est pas incroyable. Ce qu'elles font, c'est même pas terrible du tout. Elles font pas grand chose du tout, même. Elles vont même s'en aller à un moment du ring. Donc voilà, c'est pas très intéressant, mais ce qui se passe avec Legado del Fantasma, c'est toujours très intéressant parce que c'est une très belle équipe. Hein. Je parlais de belle équipe avec Katana Chance et Kaden Carter. Legado del Fantasma, on est quand même sur un haut niveau. Bref, ils vont remporter leur match. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Solo Sikoa fait face à Trick Williams, le partenaire et ami donc de Carmelo Hayes. Je rappelle que la semaine prochaine, Solo Sikoa sera dans un match très important face à Cameron Grimes, le champion nord-américain, et donc Carmelo Hayes, hein, donc un match à 3. Bref, on a un combat qui va durer 5-6 minutes, qui n'est pas très intéressant parce que pour plusieurs raisons. Déjà, le catch de Trick Williams, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, je trouve. Et deuxième raison, c'est que on va jouer sur le fait que Solo Sikoa a une petite blessure à l'épaule et du coup Trick Williams va en profiter, va s'en prendre à cette épaule et donc va prendre très souvent le dessus dans ce match. C'est vrai que sur 5-6 minutes de combat, Solo Sikoa, il revient sur la fin de combat, c'est tout. Sinon, Trick Williams est en totale domination, donc ça j'ai trouvé ça un peu bizarre, même si c'est justifié par la blessure. Finalement, Solo Sikoa va l'emporter et après le match, les trois, donc Solo Sikoa, Carmelo Hayes et Cameron Grimes vont être sur le ring. Et finalement, Solo Sikoa va apporter un super kick sur Cameron Grimes. La semaine dernière, il avait porté un super kick sur Carmelo Hayes. Et là, il le porte sur Cameron Grimes. Voilà, il attaque un peu tout le monde et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce match à 3. Malik Blade et Edris Enofe font face à une équipe surprise. Ce sont les Viking Raiders. Les Viking Raiders qui font leur retour du côté de NXT, hein, eux qui ont commencé ici. Ils sont là, l'équipe de SmackDown. J'ai envie de dire, tant mieux parce qu'on ne les voit plus à SmackDown, ils ne font rien du tout. Donc autant les utiliser à NXT. Je veux dire, ce serait bête de s'en priver. C'est quand même une super équipe. Et dans le contexte NXT, ça va faire bien le boulot. Et là, ça le fait bien le boulot. On a un match de 5 minutes. C'est parfait, je trouve, une nouvelle fois. Parce que ça va mettre bien en avant Idris Enofe et Malik Blade qui vont quand même réussir à faire de belles choses face à cette équipe expérimentée du main roster. Et ça va surtout remettre en avant les Viking Raiders qui, je ne sais pas si ils en avaient vraiment besoin, mais en tout cas vont obtenir une belle victoire. Et surtout après le match, les Creed Brothers vont venir un peu les confronter. Et on nous annonce que la semaine prochaine, on aura les Creed Brothers face aux Viking Raiders. Et ça j'ai hâte parce que c'est une sorte de mini pay-per-view la semaine prochaine. J'espère qu'on leur donnera pas mal de temps. Allez, je pronostique une victoire des Creed Brothers pour finalement continuer leur marche en avant et voilà, battre une équipe comme les Viking Raiders, ce serait vraiment pas mal pour les Creed Brothers. Mandy Rose, la championne de NXT, fait face à la nouvelle arrivante Roxanne Perez qui a gagné son match face à Jessie Jane la semaine dernière pour son arrivée. Je rappelle qu'elle n'a que 20 ans et donc on va avoir un match d'une dizaine de minutes et oui, une vraie dizaine de minutes et ça fait plaisir, que j'ai trouvé très bon. Vraiment, je me suis régalé sur ce match pour plusieurs choses. Déjà, Roxanne Perez, je vais faire des comparaisons même si j'aime pas vraiment ça. Elle a 20 ans je crois. Je fais une petite comparaison avec Cora Jade par exemple qui a 21 ans. Et je vois plus d'assurance, je vois plus de technique, je vois plus d'expérience déjà du côté de Roxanne Perez que du côté de Cora Jade. Je sais que ce n'est pas des bonnes comparaisons et que ce n'est pas à faire. Mais disons que vu qu'on est sur cette tranche d'âge là, je vois chez Roxanne Perez des choses que je ne vois pas chez Cora Jade. Je vois surtout une maturité déjà sur le ring. Je pense forcément au début de match où
et bah finalement elle va s'en prendre à la main de Mandy Rose. Elle va faire des trucs tout bêtes, mais disons elle va se focus sur la main de Mandy Rose, elle va se focus sur des choses et il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de coup porté pour rien, il n'y a pas de prise portée pour rien. Tout est bien porté pour une raison. Et je trouve que par rapport à la petite folie qu'il y a du côté de Cora Jade, qui des fois se perd un peu, bah, je trouve que Roxanne Perez c'est déjà bien cadré, c'est déjà bien en place. Donc franchement j'ai trouvé que c'était un très bon match face à Mandy Rose qui fait comme d'habitude le boulot. La fin de match, finalement, Mandy Rose va l'emporter clean. C'est normal, c'est logique, la championne qui gagne. Mais finalement, Roxanne Perez aura été plutôt proche de la victoire à plusieurs reprises. C'est l'après-match qui me gêne un peu, avec toujours cette histoire avec Wendy Choo qui va essayer de s'en prendre avec quelques gags, on va dire, à Toxic Attraction. Et c'est après-match encore où tu as Roxanne Perez qui finalement s'est relevée du finish de Mandy Rose et va asperger avec, vous savez, les petits jets là, comme ça qu'on a au fait de fin d'année ou quoi que ce soit pour fêter un peu justement. Et bah, avec Wendy Choo, elles vont asperger, on va dire, Toxic Attraction comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas perdu, comme si elle n'avait pas reçu de coup de genou de la part de Mandy Rose. Donc ouais, je suis plus déçu par l'après-match que je comprends pas vraiment que par le match qui était vraiment très très bon. Le segment Main Event, on retrouve Joe Gacy hein, qui est accompagné encore de ses âmes, j'ai envie de dire, qui sont tout autour du ring. Et finalement, Joe Gacy va nous dire plusieurs choses. Déjà que ça fait 6 mois qu'il a mis en place, on va dire, ce qu'il veut, mais que ce n'est pas terminé, que ce n'est que le début. Et que surtout, Bron Breakker, bah, qui est tombé du haut d'une rampe, donc ça doit faire 10 mètres, presque, non, 6-7 mètres, je dirais, la semaine dernière, bah, selon lui, ne serait pas apte la semaine prochaine à défendre son titre face à lui. Donc, lui sera couronné champion. Finalement, on va avoir Rick Steiner, donc le père de Bron Breakker qui va arriver et qui va prendre un micro pour lui dire non, non, t'inquiète pas, mon fils sera bien présent et il va bien te battre. Et finalement, Joe Gacy va lui dire t'es sûr que c'était une bonne idée de venir là entouré de tout ce monde-là? T'es sûr que c'était vraiment une bonne idée? Et Bron Breakker va arriver, va faire le ménage, va s'en prendre à tout le monde. Mais finalement, Joe Gacy va réussir à prendre le dessus. Et là, il y a une image que j'ai vraiment adorée. Bron Breakker avait lâché son titre, on va dire, au tout début de la rampe. Et on va dire que toutes ces âmes là qui sont là, donc toutes les personnes qui sont avec Joe Gacy, eh ben vont se passer le titre un par un pour qu'il arrive jusqu'au ring, jusqu'à Joe Gacy qui va poser avec le titre pour terminer le show. J'ai trouvé ce segment, encore une fois, vraiment bon et vraiment, je ne suis pas du tout fan normalement de base de la gimmick de Joe Gacy, mais comme je le dis, quand on rapporte un peu plus de folie, quand eh ben, on abuse, parce qu'il faut abuser, on est dans du catch, on est dans une industrie de divertissement, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours faire plus. Et pour moi, quand on va plus loin avec ce genre de gimmick, eh ben ça fonctionne. Donc pour le moment, je suis vraiment investi et j'ai envie de voir ce que ça va donner Joe Gacy face à Bron Breakker la semaine prochaine. Bilan de ce NXT, il y a eu du bon et du moins bon. Donc je pense qu'on va être sur une moyenne un peu plus au-dessus de la moyenne justement. Je pense qu'on va être sur un 6,5 sur 10 parce qu'il y a quand même 2-3 matchs qui m'ont un peu gêné, quelques segments qui m'ont un peu gêné. Dans la globalité, je prends quand même beaucoup de plaisir. On est quand même sur un Raw et un NXT qui sont quand même de bon niveau dans la globalité. Et maintenant, bah, on va espérer que samedi, SmackDown soit au niveau pour une fois parce que ces dernières semaines, c'est compliqué. Donc voilà, les 2 premiers shows de catch de la semaine sont plutôt bons. Et bah, surtout la semaine prochaine, on a NXT Spring Breaking. On nous a annoncé aussi qu'on allait avoir un tournoi féminin, donc Breakout Superstar, donc de nouvelles superstars qui vont arriver, hein, de nouvelles générations. Donc ça va être intéressant de découvrir d'autres personnes et de voir qui pourra remporter ce tournoi. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès samedi pour ma review de SmackDown. Salut, salut!